RFM Midi. RFM Midi. Merci d'écouter RFM, il est midi, le grand journal. À la une, les résultats, les chiffres officiels du baccalauréat 2017, mauvais résultats. Seuls 31% des candidats sont passés. Les détails dans un instant. Dans l'actualité, il y a aussi cette grève annoncée pour aujourd'hui par l'Union nationale des routiers du Sénégal. Il n'y a plus grève, les syndicalistes ont rencontré le gouvernement hier soir. L'affaire Ami Collé Dieng, la chanteuse emprisonnée par la justice sénégalaise pour présumée offense au chef de l'État. Affaire qui a fait le tour du monde, revue de presse internationale tout à l'heure. Le grand journal sur RFM, c'est aussi le journal international qui sera présenté par Anna Rocha. Le Kenya sous haute tension dans l'attente des résultats définitifs de la présidentielle. Les violences qui ont éclaté hier dans plusieurs villes ont déjà fait 4 morts. John Mahama, ex-président du Ghana, parle d'élections transparentes et crédibles. Fin de l'absentéisme au Parlement marocain, le règlement intérieur modifié. Les députés récidivistes risquent une ponction de salaire. Et puis cette info de dernière minute, un sénateur mauritanien interdit de quitter le territoire national. Il s'agit de Mohamed Ould Gada. Puis les sports dans une vingtaine de minutes avec Cherti Diagne. Classement FIFA du mois d'août, la République démocratique du Congo supplante le Sénégal de la 2e place. Le Sénégal est désormais 3e pour un classement dominé par l'Égypte. L'ONCAV veut prendre à bras le corps la problématique de la violence dans les Navétanes. En conclave ce matin, le président de l'ONCAV en a profité pour s'offusquer contre la démarche de l'autre démembrement qui voudrait aussi organiser les Navétanes. Et puis basketball, nous parlons de l'Afro-Basket avec l'équipe du Sénégal chez les messieurs avec un effectif plus ou moins au complet. 15 joueurs se sont entraînés ce matin au stadium Marius Ndiaye, parmi eux Gorgui Sidien qui était sur les gradins. Dans la rubrique Point de vue, cette revendication de l'opposition, le ministère de l'Intérieur ne doit plus organiser les élections. Débat après 12h30. Bonjour à tous, bienvenue. RFM a pu obtenir, avant publication officielle, les résultats globaux du baccalauréat 2017. Examen émaillé de couacs, principalement des fuites sur des épreuves. Alors, quels sont les chiffres? Le taux de réussite est de 31,6%, alors qu'il était de plus de 36% l'année dernière. Le paradoxe pour ce bac 2017, c'est qu'il y a un nombre plus important de mentions, comme on dit. Et là, je dis au Goudienne. Ils sont 45 171 élèves à avoir décroché leur bac sur un total de 147 605 candidats. Ce qui représente un taux de réussite de 31,6% avec 3 026 mentions ainsi réparties. 25 mentions très bien, 409 mentions bien et 2 592 mentions assez bien. Le nombre de mentions est supérieur à celui de l'année dernière qui était de 2 921 mentions. Mais le taux de réussite de 2016, 36,6%, est meilleur que celui de cette année. Cependant, les résultats de 2017, 31,6%, sont légèrement au-dessus de ceux de 2014 et de 2015 où le taux de réussite était le même, 31,3%. Cette année encore, le second tour a permis de booster les résultats qui étaient de 12,5% d'admis au premier tour. S'agissant des séries, c'est la série S1A qui est première de la classe avec du 100% pour ces 3 candidats. Elle est suivie de la série L1A, 95% avec 11 candidats. La série qui avait le plus grand nombre de candidats, la L'2, 63 061 candidats, s'est retrouvée avec un taux de réussite de 28,9% et devance au classement la série L'1 qui a obtenu 27,3% de taux de réussite. Malgré la proclamation des résultats, le baccalauréat 2017 continue au plan judiciaire. 19 personnes sont emprisonnées pour leur présumée implication dans les fuites qui ont entaché l'examen cette année. Parmi elles, ces personnes arrêtées, des agents de l'office du bac, un proviseur et des professeurs. Ces fuites avaient d'ailleurs entraîné la reprise des épreuves de français et d'histoire-géographie pour les séries littéraires. Un scandale qui avait suscité une vague d'indignation et de réprobation à travers le pays, mais aussi au sommet de l'État. Le président de la République a demandé des sanctions exemplaires contre tous ceux qui sont mêlés à cette affaire de fuite. RFM 94.0, la radio en puissance. Et cette dernière minute, un nouvel accident sur la route de Thiès, non loin de Khombole pour être exact. Cheikh Anta Diop, bilan pour l'instant 2 morts.
Oui, 2 morts, Babacar Fall, 2 morts et des blessés graves. Et la route a encore tué, cette fois-ci sur la route de Khombol, juste à l'entrée, un bus immatriculé DK 1744 EP 87 en partance pour Touba, roulant à pleine allure, a heurté un véhicule avant de poursuivre sa course dans une maison, occasionnant l'effondrement du mur de clôture, et le choc a provoqué la mort de 2 passagers ainsi que des blessés très graves. Ainsi, aussitôt avertis, les sapeurs-pompiers de Khombol sont descendus sur le terrain, Babacar, avant de procéder à leur évacuation au centre de santé de Khombol. En moins d'une semaine, Babacar, les bus ont tué 5 personnes et occasionné des dizaines de blessés dans les départements de Tivaouane et Thiès, Babacar Fall. Cheikh Anta Diop, en direct de Thiès. L'Union nationale des routiers avait annoncé une grève de 48 heures à partir d'aujourd'hui, mais a été finalement reportée ou suspendue à la dernière minute, décision qui fait suite à une rencontre avec le gouvernement hier soir. L'État qui compte se charger des travaux de réhabilitation du corridor Dakar-Bamako à partir du mois d'octobre. C'était la principale revendication des transporteurs. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, Gora Khouma, s'entretient avec Elas Djogoudienne. Nous, les camions, nous on paie au niveau des péages, c'est des millions et des milliards qui sont là-bas. Donc ces argent-là doivent servir de réparer les routes. Pourquoi nous payons, si nous dépassons le poids, on paye, et que l'argent-là ne doit pas servir de réparer les routes. Mais hier, on a été reçu par le gouvernement. Nous avons dit que le gouvernement dit qu'il y a manque de communication, mais sinon, le gouvernement avait envisagé de démarrer les travaux au mois d'octobre. L'entreprise est connue, l'entreprise a déjà encaissé l'argent, ils attendaient peut-être le mois d'octobre pour pouvoir démarrer. Puisqu'au niveau des sites de pesage, nous on paye des prix internationaux. Et que ces prix internationaux se limitent à la frontière. Moi, je ne peux pas comprendre cela. C'est que nous payons beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais l'argent que nous payons au niveau des sites de pesage doit servir pour l'entretien des routes, mais pas pour autre chose. Nous, on donne rendez-vous à tout le monde pour le mois d'octobre. Si le gouvernement, l'engagement qu'il a pris est respecté, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas respecté, tant que nous sommes resterons toujours sénégalais, nous avons tous nos moyens de combattre. En tout cas, on a pris à leur parole. Nous attendons le mois d'octobre. Si le mois d'octobre arrive et que le respect est effectif, il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire, nous ne perdons pas nos forces. Nous maintenons toujours notre force et on va se battre. Et sur le terrain, le message de la suspension de la grève est passé. Ça roule. On le constate dans ce reportage réalisé à Tambacounda par Moussa Omar Gueye. Annoncée en grande pompe, la grève des routiers n'a finalement pas eu lieu. Celle-ci est reportée à une date ultérieure. Modou Kairé, le secrétaire général de l'Union régionale des routiers du Sénégal, Tambacounda. C'est-à-dire en leur demandant de surseoir à leur mode d'ordre de grève, puisque certainement que les travaux démarreraient au mois d'octobre prochain. Réfection de la route Tamba-Kidira, la route de Kidira-Tamba, la route de Tamba-Kédougou-Moussala. Aucune de ces routes n'est actuellement praticable. Rabaisser les taxes tout en faisant cesser l'infraction définitivement dès le premier poste de contrôle, mieux que de les enchérir, payer ces taxes-là, continuer à dégrader nos routes. Ça n'a pas de sens. L'état de vétusté avancé de la route sur le corridor et le pesage à l'essieu seraient à l'origine de ce mouvement d'humeur dans un contexte de veille de Tabaski. Pour autant, les routiers exigent des routes de qualité et la rigueur sur le pesage. Modou Kairé. Les qualités du matériel ont changé. L'asphalte, le bitume, le ciment, le fer, tout ce qui est matériel n'est plus la qualité d'antan. Pour par exemple travailler avec une entreprise au niveau par exemple des régions de Tamba ou de Kédougou, les régions les plus lointaines de Dakar, tout le monde se ravitaille à Dakar par rapport au matériel de construction, que ce soit des routes, que ce soit du bâtiment. Une entreprise ne pourrait pas s'engager à un certain prix par rapport à la qualité qu'il faut pour les longues distances. Que ce soit une route de qualité, c'est ce que nous souhaitons. Les travaux de réhabilitation sur la route nationale qui mène vers Kédougou, le tronçon Dialokoto-Mako, se poursuivent en attendant ce annoncé pour le tronçon Tamba-Goudiri qui mène vers Kidira, zone frontalière du Mali. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. On reste dans l'actualité des syndicats, mais cette fois dans le secteur des médias, avec la situation au groupe de presse des médias de l'homme d'affaires Bougane Gueye Dany, qui a envoyé plusieurs de ses employés en chômage technique depuis le mois de juillet parce qu'il voulait mettre en place un syndicat selon ses employés. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication, le SYNPICS, décide de porter le combat en conférence de presse ce matin. Le SYNPICS exige du patron des médias le rétablissement, la réhabilitation des travailleurs qui sont envoyés en chômage technique. Ali Fall, le porte-parole de ce syndicat. La situation qui prévaut actuellement au groupe des médias est la conséquence d'une administration
du travail qui est plus ou moins complice de cette situation. Ces forfaitures qu'on connaît depuis ces dernières années dans les entreprises de presse méritent une attention particulière de l'État du Sénégal. De jeunes employés qui ont décidé de mettre sur pied une section syndicale. Et c'est parce qu'ils ont une section syndicale que la direction générale a décidé tout simplement de déchirer leur contrat et de les envoyer dans la rue. C'est tout simplement inacceptable dans un pays qui se dit de droit. Nous interpellons l'administration du travail pour qu'elle joue son rôle régalien. Le milieu des médias n'est pas un no man's land. Le milieu des médias n'est pas un cas isolé dans ce pays-là. Il faut que les gens sachent ce qui se passe dans les entreprises de presse. Alors que ces entreprises de presse-là, elles consomment l'argent des Sénégalais par le biais de l'aide à la presse. En retour, on devrait les imposer certaines règles à respecter. La réaction de la direction du groupe de presse des médias, probablement dans nos prochains rendez-vous d'information. Il est midi passé de 11 minutes, le grand journal, la suite, la mutinerie à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, c'était il y a 10 mois. Les pensionnaires de cette MAC qui dénonçaient les mauvaises conditions dans cette prison, mais aussi et surtout les longues détentions préventives. Une mutinerie qui avait coûté la vie à un certain Ibrahim Mbow, un détenu. Il a été tué par balle dans les affrontements avec les surveillants de prison, ce que l'autopsie avait d'ailleurs confirmé. La victime a été atteinte à la tête. Le médecin légiste avait constaté une hémorragie cérébrale qui a donc conduit au décès du jeune prisonnier. Pas de coupable désigné depuis. Et alors, 10 mois après, sa famille, elle s'indigne de cette injustice. L'oncle d'Ibrahima parle au nom de tous les proches. Il s'appelle Maguey Cham. Vraiment, nous voulons que justice soit rendue. Lors du meurtre d'Ibrahim Mbow qui a été assassiné à la MAC de Rebeuss, lors de la mutinerie de Rebeuss. Ça fait bientôt 10 mois. 10 mois et quelques, c'est le statu quo total. Après la sortie du procureur, il s'est trouvé qu'il a affecté le dossier au doyen des juges. Et jusqu'au moment où je vous parle, ça tarde à se concrétiser. Vraiment, nous sommes affamés de savoir la vérité sur le meurtre de notre fils Ibrahim Mbow. Ce faisant, maintenant, nous interpellons directement le président de la République, en l'occurrence M. Macky Sall, pour que justice soit faite et que la lumière soit faite là-dessus, quoi. Le ministre conseiller en communication du président de la République se prononce sur l'arrestation de la chanteuse Ami Colley Dieng suite à des propos sur le chef de l'État sur les réseaux sociaux, propos jugés offensants pour le chef de l'État. Et là, Jamidou Kassé, le ministre de communication de la présidence de la République, a laissé entendre qu'il faut laisser la justice faire son travail. Mais il souligne que le président Macky Sall peut faire preuve de clémence pour cette chanteuse une fois le travail de la justice terminé. Et là, Jamidou Kassé était l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. Cette affaire qui a fait le tour du monde, on l'a dit en titre tout à l'heure, revue de presse internationale Mohamed Ali Mouba. Ami Colley Dieng, inculpé et placé sous mandat de dépôt. Le site d'information de Radio France Internationale souligne que la chanteuse sénégalaise a été inculpée mardi en fin d'après-midi pour offense au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles. Le confrère donne la parole à Maître Ciré Clédor-Ly, l'avocat de la dame. Maître Ciré Clédor-Ly dénonce une détention arbitraire. Ce qui est important en tant que juriste, souligne la robe noire, c'est que le débat soit lancé sur l'abrogation de la loi sur l'offense au chef de l'État au Sénégal, incompatible avec les dispositions du pacte international sur les droits civils et politiques et qui en fait n'a pas sa place dans une société démocratique, témoigne encore Maître Ciré Clédor-Ly. Le site du journal Le Monde rappelle pour sa part que la chanteuse qui a connu le succès il y a quelques années, accusée dans un enregistrement sonore partagé par WhatsApp, le président Sall de manœuvrer dans l'ombre pour accomplir ses desseins et d'être un saï-saï coquin en wolof. Elle lui reproche également de n'avoir rien fait dans le pays depuis son élection en 2012 et d'avoir volé les élections du 30 juillet dernier. Jeunafrique.com rappelle qu'au Sénégal, la procédure engagée contre Ami Colley n'est pas en fait un cas isolé. Depuis plusieurs années, des affaires similaires défraient régulièrement la chronique. En juin, rappelle encore le journal britannique The Independent,
4 personnes avaient été placées en détention provisoire après avoir diffusé un photomontage mettant en scène un homme nu avec le visage du président Sall. Les hommes politiques sont également touchés, note toujours The Independent. Le confrère, pour étayer son argumentaire, le confrère cite les cas Samuel Sarr et Elhadji Amadou Sall, tous arrêtés sous le régime du président Sall pour offense au chef de l'État. La polémique autour des moyens de diffusion, justement, du moyen de diffusion public, polémique née de cette affaire Ami Colley Dieng, ne sommes-nous pas en train d'assister à une atteinte des libertés avec les nouvelles dispositions du Code pénal? Un dossier de Georges Déthié Diop. Rien de nouveau sous le soleil. Pour le président du Comité sénégalais des droits de l'homme, la nouvelle loi ne fait que renforcer et éclairer les anciennes dispositions du Code pénal. Avant même que ces intiques n'apparaissent, mais on appliquait 248 et aujourd'hui 248 est toujours applicable, mais complété par ces nouvelles dispositions de 2016 parce que s'adaptant au contexte actuel qui est là. Maître Papsen. Si aujourd'hui un enregistrement WhatsApp me permet, moi, dans mon bureau, de savoir ce que X et Y se sont dit dans leur intimité, et à partir de ce moment, on est dans le cadre de la diffusion publique. On n'est plus dans le secret de l'intimité privée, parce que c'est une information, ce sont des paroles, ce sont des images, ce sont des écrits qui sont portés à l'attention du public. Maître Hassan Diomandiaï, lui, relève qu'il y a un réel problème de politique criminelle. Le Code pénal ne l'indispose pas, il se soucie plutôt des droits violés de certaines personnes qui s'expriment dans un cadre bien privé. Rien n'empêche au parquet, de par sa pratique de répression, de montrer que désormais, ce sont les diffuseurs qui seront sanctionnés et non ceux qui ont pu faire passer des messages ou en tout cas entre privés ont entretenu des correspondances et qui n'avaient pas l'intention de les rendre publics. Mais celui qui prend la responsabilité donc d'assumer ce caractère public deviendra celui qui sera poursuivi. Donc le problème, c'est que le parquet, évidemment, n'encourage pas la diffusion, mais en fait, risque de pénaliser des innocents. Mais pour l'avocat Abdoulaye Tine, le fait que les discussions soient exposées, même sur des espaces d'expression collective, ce seul fait est impuissant à les détacher de leur caractère privé. Le caractère privé, si c'était initialement comme ça, il est figé dans le temps. Et au-delà de cela, le fait même de les colporter des discussions privées dans le cadre d'espaces collectifs, non seulement c'est attentatoire au secret de la correspondance, mais ça porte atteinte à la vie privée et qu'aucune autorité, effectivement, ne peut, sauf à commettre un recel donc, de ces informations qui proviennent d'un délit fondé des poursuites. Là-dessus. Et sous cet angle, Maître Abdoulaye Tine fait porter la responsabilité aux diffuseurs. Tout à fait. D'autant plus que dans ce cas, l'auteur n'a fait qu'exprimer une liberté d'expression et d'opinion consacrée par le pacte sur les droits civils et politiques, l'article 19, mais aussi par la Constitution sénégalaise. Mais pour l'avocat Papsen, la responsabilité n'est pas qu'individuelle. Mais effectivement, la personne qui diffuse le document est responsable au même titre que la personne qui a tenu les propos. À chacun donc son interprétation et les libertés individuelles toujours sujettes à polémique. Les questions de droits de l'homme posent toujours problème au pouvoir. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Il est midi et 18 minutes. Mankeur Ndiaye répond à Abdoulaye Wade et Oumar Sarr qui accusent Benno Bokk Yakaar d'avoir fraudé et gagné le département de Dagana aux législatives de dimanche 30 juillet. Pour le patron de la diplomatie sénégalaise, par ailleurs responsable militant APR à Dagana, Wade et son lieutenant parlent en tant que mauvais perdants. Ils ont insulté les électeurs de Dagana, déclare Mankeur Ndiaye, que vous entendrez dans nos prochaines éditions. Modou Diagne Fada n'a pas à se glorifier de sa petite victoire dans la commune de Darou-Mourti. Le coordinateur de la coalition Benno réagit ainsi à la sortie du leader de Yessal, invité d'RFM Soir, hier sur notre antenne. Pour Abo Sall, donc, Modou Diagne Fada est passé à côté de son objectif principal qui était de remporter ce qui était considéré comme sa chasse gardée, le département de Kébémer. Il est interrogé par Abdou Diouf. Abo Sall que nous écouterons
peut-être tout à l'heure. Les élections législatives dans le sud du Sénégal, tout s'est bien passé. C'est parce que, selon Robert Sagna, le MFDC, le mouvement rebelle casamançais, a tenu sa parole de zéro perturbation. Robert Sagna, ancien maire de Ziguinchor, il dirige le GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Nous l'écouterons dans un reportage de Lamine Ba. Ce sera également dans nos prochaines éditions. On revient sur cette réaction de Benno Bokk Yakaar de Darou Mourti sur Modou Diagne Fada hier soir sur RFM qui disait qu'il est content de sa victoire dans la commune de Darou Mourti. Alors pour Benno et son coordinateur local à Darou Mourti, à Bossal, Modou Diagne Fada, il ne doit pas être content parce qu'il devait gagner le département, ce qui n'a pas été le cas. Je veux juste apporter quelques éclairages sur les résultats que nous avons obtenus lors de ces dernières élections, tout en rappelant que l'objectif principal était de remporter le département. La coalition Benno Bokk Yakaar a obtenu au niveau du département de Kébémer 25 195 voix contre, pour la coalition gagnante, 11 831 et Yassal qui n'a obtenu que 8 238 voix et qui vient en troisième position et qui est dépassé de plus de 10 000 voix par la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc à ce niveau, le résultat est clair. L'objectif de Modou Diagne Fada était donc de remporter le département qui était toujours ça. L'actualité internationale. L'actualité internationale présentée par Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Babacar Fall. Et les Kenyans qui attendent avec impatience et angoisse l'officialisation des résultats des élections. Les résultats provisoires donnent le président sortant Uhuru Kenyatta largement en tête, des résultats rejetés par son rival Raila Odinga. Les violences qui ont éclaté dès le lendemain du scrutin ont déjà coûté la vie à 4 personnes. Les missions d'observation internationale appellent les Kenyans à faire preuve de patience. Le temps, en tout cas, que la commission électorale termine le processus de compilation et de vérification des résultats. La mission du Commonwealth, dirigée par l'ex-président ghanéen John Mahama, évoque des élections transparentes et crédibles. On l'écoute. Nous croyons que les élections se sont passées de manière transparente et crédible. Le processus n'est pas fini, c'est toujours en cours. C'est seulement quand le résultat final sera déclaré par la commission électorale que ce processus électoral sera fini. Ceci dit, jusqu'à présent, nous n'avons aucun doute sur la commission électorale de faire un travail crédible. Et puis, cette dernière nouvelle sur le Kenya, Anna Rocha, oui. Selon Radio France Internationale, les résultats ne seront pas connus avant vendredi midi, selon la commission électorale. On enchaîne avec la Mauritanie. Oui. Un sénateur interdit de quitter le territoire national. Il s'agit de Mohamed Ould Ghada, un des 33 sénateurs mauritaniens récemment en sitting contre le référendum de samedi dernier. Le sénateur s'apprêtait à venir au Sénégal. Donc, Mohamed Ould Ghada préside la commission des sénateurs qui enquête sur d'éventuels dossiers de corruption impliquant l'entourage du président Ould Abdelaziz. Des conversations téléphoniques du sénateur ont fuité juste après son arrestation suite à un accident de la route. La Mauritanie et la CEDEAO qui ont validé leur accord de libre circulation des personnes et des biens, accord qui avait été signé en mai dernier à Nouakchott et validé donc ce mercredi au Togo. Mohamed Diop. L'accord de partenariat a été validé mercredi en marge de la 16e édition du Forum international sur les opportunités d'affaires en Afrique, AGOA, au Togo. Il permet désormais la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux entre la Mauritanie et les 15 pays de la CEDEAO. On parle de validation parce que l'accord a été déjà signé le 4 mai dernier à Nouakchott par la ministre mauritanienne du Commerce, Naha Mintou Mouknas, et le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza. Pour rappel, la Mauritanie a quitté la CEDEAO depuis 17 ans en faveur de l'Union du Maghreb arabe. La CEDEAO souhaite un retour du pays dans la communauté sous-régionale. Pour le moment, Nouakchott se contente d'un accès à la zone de libre-échange de la CEDEAO, mais déjà pour les nombreux ressortissants de la CEDEAO, c'est un ouf de soulagement, car ils sont souvent conduits en masse à la frontière sénégalaise pour conditions de séjour illégales.
Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Et puis, pas loin au Maroc, et ça va faire modèle, le pays va mettre fin à l'absentéisme des parlementaires. C'est un vrai problème là-bas aussi, Babacar, mais le règlement intérieur de la Chambre des représentants vient d'être amendé. Désormais, les députés absentéistes risquent une ponction de salaire équivalent aux jours manqués, décision qui prend effet à partir de la 3e absence non justifiée. D'autres mesures ont également été prises. À Rabat, les précisions de Khadim Baye. Le texte est clair. Pour une première absence non justifiée, le député se voit adresser un avertissement. Une deuxième absence est synonyme d'un second avertissement. Le commentaire n'est pas tout à fait honorable puisqu'il est écrit et le nom de l'élu absent est communiqué à tous les membres de l'hémicycle. Vient maintenant la sanction financière si jamais le même député récidive. La Chambre procède ainsi à la retenue des jours d'absence sur son salaire. D'autres mesures cependant, car la nouvelle version du règlement intérieur de la Chambre des représentants ne se limite pas uniquement à sanctionner les députés absentéistes. Le quotidien Al-Haddad Al-Maghribia, dans son édition du jour, livre d'autres détails sur cette réforme qui concerne environ 40 amendements de fonds touchant plusieurs axes centraux. Il peut arriver qu'un fonctionnaire de la Chambre se retrouve dans l'obligation de travailler le samedi et le dimanche. Les séances plénières et les questions orales ont eu lieu désormais chaque lundi au lieu de mardi. Et dans ce cas, pas d'excuse. Tout doit être prêt le jour J, quitte même à bosser le week-end. Une constance néanmoins, le nombre de députés nécessaires pour former un groupe parlementaire reste inchangé. Il est toujours maintenu à 20, n'en déplaise les petits partis politiques qui peinent encore à totaliser ce nombre. Khadim Baye, Rabat, Radio Futur Média. Khadim Baye qui met un terme à ce journal international. On vous dit merci, Anna Rocha. Ça se dit comment au Maroc? Choukran. Choukran. La choukran. Et ça va par le khair, c'est quoi ça? Bonjour. Ah. Moi, je vous dis plutôt Ilalika. Oui, au revoir. Anna Rocha, c'était le journal international. Il est midi 26. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour va porter sur cette revendication de l'opposition. Le ministère de l'Intérieur ne doit plus organiser d'élections au Sénégal. RFM Sport. Le journal des sports présenté par Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Babacar. Le classement FIFA du mois d'août, le Sénégal qui perd une place. Oui, la République démocratique du Congo qui supplante le Sénégal de la 2e place du classement qui a été publié ce matin. Le Sénégal est désormais 3e. L'Égypte est toujours en tête. Le Burkina Faso, prochain adversaire des Lions en septembre prochain en éliminatoire de la Coupe du Monde, occupe la 7e place. Alternance aussi à la tête du classement mondial où le Brésil a détrôné l'Allemagne. La France est 10e. L'Espagne est 11e, Babacar. On enchaîne avec le foot au Sénégal, mais parlons Navetan, l'ONCAV, l'organisation qui organise ce championnat de football populaire. Eh bien, l'ONCAV version Amadou Kane, pour être précis, en croisade contre les violences dans les stades. Oh oui, à cet effet, il tient, puisqu'il s'agit de l'organisme en charge des navettes. Donc, l'ONCAV, en collaboration avec une ONG qui organise depuis ce matin une rencontre dont le thème retenu est l'ONCAV face aux nouveaux enjeux sécuritaires pour une culture de la paix et une éducation à la non-violence. Les ASC sont les principaux concernés par cette session de formation qui se déroule depuis ce matin au stade de Léopold Sédar Senghor. Amadou Kane, président de l'ONCAV, dans son allocution, en a profité en tout cas pour inviter l'État à prendre ses responsabilités face aux problèmes qui l'opposent à l'ONCAV version Yantiam, propos recueillis par Miguel Maramdiaye. On ne va pas se laisser faire. Je l'ai dit à la cérémonie de tirage de Dakar, on ne va pas les permettre d'organiser nulle part, d'organiser surtout au nom de l'ONCAV ou bien de son démembrement. C'est vrai que depuis que nous avons commencé à envoyer les sommations interpellatives, les gens se sont débinés. Maintenant, ils n'utilisent plus le logo ou bien l'entête de l'ONCAV ou de son démembrement, mais dañuy génne ay feuilles volantes rek bind ci. Monsieur le directeur, ce qui s'est passé à Ziguinchor, c'est grave. Le préfet du département de Ziguinchor, n'est-ce pas, s'est permis sur une feuille volante comme ça de mettre qu'il sous-signe, qu'il autorise des personnes à vouloir organiser le Navetan. Le Navetan, c'est comme l'eau. L'exploitation de l'eau est confiée soit à la SONES ou bien à la SDE. L'organisation du Navetan est confiée à l'ONCAV. C'est une délégation de pouvoir. Et jusqu'à présent, l'État n'a pas retiré cette délégation de pouvoir-là. C'est pourquoi nous félicitons nos camarades de Ziguinchor. Ce que vous avez fait, l'ONCAV est avec vous. Ce que nos camarades de celui ont fait hier aussi, l'ONCAV est avec eux.
Mais Lolo, ça ne va jamais arriver ici. Vous êtes mort de rire, Oui, cher Tidiane ouais. Diagne. Et puis le basket maintenant, l'afro-basket masculin co-organisé par le Sénégal et la Tunisie. En tout cas, le groupe Sénégal presque au complet. Ah oui, c'est avec la séance d'entraînement de ce matin qu'on l'a constaté au stadium Marius Ndiaye. 15 jours, on prépare à cette séance. Gorgui Sidian a suivi ses coéquipiers à partir des gradins. Handal Meida, le meneur de l'équipe, arrive ce soir. Malendoy, le capitaine d'équipe, est clair dans ses propos. Le Sénégal veut bien, en tout cas, défendre les couleurs du pays. Sodakia. Les Lions du basket ont entamé leur première séance officielle au stadium Marius Ndiaye. Ils sont presque au complet, mais déjà le potentiel est là. Malendoy est le capitaine des Lions. Je pense que même si vous pensez qu'il y a du retard, les joueurs s'entretenaient. Vous pouvez même considérer que nous, on s'entraînait nous-mêmes pour prendre de l'avance pour que physiquement, on ne soit pas à la rue. Et donc là, aujourd'hui, on a fait quand même pas mal de choses. Il y a des groupes qui vont le faire d'habitude en une semaine ou 10 jours. Et aujourd'hui, on a avancé beaucoup. Et donc c'est ça qui est le plus important, c'est d'avancer le maximum et de gagner le temps qui nous est permis d'avancer au maximum possible. Par rapport aux travaux entamés au stadium Marius Ndiaye, le capitaine des Lions estime que cela ne les dérange pas. Non, en ce moment, on bloque tout ce qui vient de l'extérieur. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avancer, de travailler et de gagner, comme je dis, le travail d'équipe. Donc même si on devait s'entraîner dehors, on allait s'entraîner dehors. On ne peut pas se focaliser sur s'il y a ça, c'est nous qui avons accepté de venir. Donc quelles que soient les conditions, on est prêt à travailler. L'objectif majeur pour cet Afro-Basket 2017, selon le capitaine, est de défendre crânement les couleurs du Sénégal. Tout ce qu'on peut vous garantir, c'est que quand on sera sur le terrain, on va défendre les couleurs à 100% et on se donnera toutes les chances pour gagner chaque match. Ils étaient 15, mais à la fin de la séance, Gorgui Sidian les a rejoints, mais pas sur le parquet. Handal Meida sera à Dakar ce soir. Et je saisis le ballon au rebond et passe à Babacar Fall pour la suite du journal. Merci, cher Tidiane. RFM, la chronique du jour. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye sur ces élections législatives au Sénégal avec des députés maintenant pour la diaspora sénégalaise. Ils sont 15. Maintenant, face à cette problématique de l'immigration clandestine, des expulsions de ressortissants sénégalais de beaucoup de pays. Elle pourrait être la nouveauté de cette législature. L'élection de 15 représentants des Sénégalais de l'extérieur grâce à la dernière réforme constitutionnelle. Par ce fait, on installe désormais leurs vives préoccupations dans le débat national. Mais vu sous cet angle, l'interprétation pourrait paraître trop réductrice pour l'intérêt que représentent ces compatriotes et leur nombre imprécis à travers le monde, variant selon certaines sources entre 500 000 et 3 millions. Un projet qui a d'ailleurs été combattu par ceux qui le jugeaient coûteux, prenant pour plus de rationalité et d'économie un décompte à effectuer sur les 150 qui constituaient la représentation nationale. C'était sans compter avec la volonté d'un gouvernement de réaliser une promesse présidentielle, celle qui marque une sorte de reconnaissance à l'endroit de ce qu'on identifiait comme une 15e région et qui injecte chaque année près de 900 milliards de francs CFA dans notre économie. Leur nombre dans notre assemblée, qui dépasse celui du Palais Bourbon, fixé à 11 représentants, en plus d'être une première dans notre histoire parlementaire, demeure à notre avis une prime aux actions en infrastructures sociales et de réduction de la pauvreté menées auprès des populations des campagnes. Il faut y ajouter naturellement une dimension politique, celle qui tient de cette capacité qu'ont nos compatriotes de l'étranger à pouvoir mobiliser pour les partis des réserves de voix électorales qui pèsent dans une élection. C'est dire simplement qu'ils constituent une bonne clientèle politique. Reste qu'une fois élus, ils devront éviter d'être les suppôts d'une victoire partisane au service d'une coalition, fût-elle celle du pouvoir. Surtout que dans les 8 départements du monde qu'ils sont censés représenter, vivent des Sénégalais et des Sénégalaises souvent en proie aux pires situations. Qu'il s'agisse d'Europe, d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique, les signes de récessions économiques ou une montée des nationalismes avec xénophobie et le racisme, ou même des lois restrictives et contraignantes à l'égard de l'étranger, constituent autant de réalités récurrentes subies au quotidien par nos compatriotes. C'est pourquoi, élus de la diaspora, les nouveaux députés devront faire entendre leur voix, quitte à dépasser certaines structures de l'État qui, dans ce domaine, n'ont jamais suffi à trouver des solutions durables. D'accords de réadmission d'irréguliers à une gestion concertée des flux migratoires, de conventions de financement européen à une politique de retour et de réinsertion appuyée par ces pays récepteurs, c'est une saisie désormais nécessaire de la représentation nationale sur ces questions. Et les députés de l'extérieur sont attendus sur ces urgences et non sur le terrain des confrontations de partis et de clans.
Abdoulaye Ndiaye, merci pour cette chronique RFM Midi, le grand journal. Midi est presque 35 minutes et la revue de presse. RFM, la presse du jour. La revue de presse signée Georges Déthié-Diop. Encore Wade. Du Wade presque partout. La tête de liste nationale de la coalition gagnante Ouattou Sénégal fait feu de tout bois. L'ancien président a présenté hier un livre blanc sur les élections législatives du 30 juillet dernier. Un scrutin que le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais a qualifié de non-élection. Les propos de Wade occupent quasiment les premières pages des journaux. Le patron des libéraux qui insiste, et l'observateur l'a mis en exergue, ils ne participeront plus à des élections organisées par Macky Sall. C'est ce qu'on peut lire aussi à la une du journal Le Quotidien et à la première page du quotidien LAS. Wade, dont les propos sont également relayés par Vox Populi, a indiqué qu'ils ne permettront même pas à Macky Sall de préparer une épreuve de manipulation, de trucage électoral, car il est convaincu que s'il n'était pas venu, le pouvoir ramènerait le PDS à 7 ou 8% et détruirait les autres leaders. Alors que dans une élection normale, Macky Sall, selon lui, Macky Sall et ses alliés ne peuvent même pas occuper la 3e place. Du coup, les Échos notent que Wade liste les points noirs, brûle le vote et avertit Macky. Pour Vox Populi, Wade et alliés boudent les élections et menacent Macky, alors que l'AS parle d'un Wade qui accentue la pression là où Enquête évoque un Wade qui se radicalise. Enquête justement qui fait savoir que Benno Bokk Yakaar relève des incohérences dans le discours du pape du Sopi. Oui, parce que la coalition présidentielle a réagi à la sortie de l'ancien président. Selon Vox Populi, Benno Bokk Yakaar parle d'un tragique destin. L'observateur rapporte aussi la réplique de Benno Bokk Yakaar qui appelle les membres de la coalition gagnante à savoir perdre dans la dignité. Seulement, là, souligne que Ousmane Sonko entache la victoire de Benno. Et pour cause, le leader de PASTEF, tête de liste nationale de la coalition Ndawi Askan Wi, a déclaré que Macky a préfabriqué les résultats de Benno Bokk Yakaar. Les propos de Sonko sont rapportés par le journal Le Quotidien. Pendant ce temps, l'observateur s'arrête sur le drame de Demba Diop. L'Obs nous apprend que les détenus de l'USO, l'Union sportive de Ouakam, risquent la chambre criminelle. Selon mon confrère, le procureur de la République qui a hérité du dossier depuis hier viserait des faits criminels. Ce que semble confirmer Vox Populi, pour qui les 10 Ouakamois sont poursuivis pour meurtre, coups et blessures volontaires, recel de malfaiteurs et meurtre. Selon Vox Pop, ils ont fait l'objet d'un retour de parquet. Et déjà, l'observateur révèle que le mandat de dépôt est requis pour tout le monde. L'affaire Rilk Dakle Hydra, disons plutôt Rilk Ndangong, arrêté il n'y a pas longtemps à l'aéroport Léopold Sédar Senghor et que certains journaux ont appelé la mule de Karim Wade. Affaire à la une de Libération. Le journal apprend que la tension monte entre Dakar et Doha. Selon Libération, Rilk Dakle Hydra a été entendu dans le fond du dossier il y a quelques jours. Le parquet et le doyen des juges ont rejeté sa demande de mise en liberté provisoire. Le doyen des juges a interrogé le financier de la Qatar Investment Authority sur les liens présumés avec Karim Wade, mais le mis en cause a nié tout lien avec Karim Wade et a dit qu'il n'était pas venu au Sénégal pour financer la campagne du Parti démocratique sénégalais. Et sur son cas, la Qatar Investment Authority parle de prise d'otage, défend son directeur et menace. Dans cette affaire, Libération informe que les 500 millions d'euros virés à la Qatar Invest Asia sont au centre des suspicions de blanchiment. La Tabaski 2017. Dans l'Observateur, un focus sur les préparatifs et la psychose du mouton. Pour mon confrère, Dakar est déjà frappé par le coup du bélier. Aux pages 4 et 5 de l'Observateur, la situation aux frontières, les assurances du directeur de l'élevage et du président des éleveurs. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Et nous allons parler aujourd'hui de cette polémique sur les élections qui ne finit pas. L'opposition estime qu'après plusieurs dysfonctionnements, plusieurs couacs, eh bien, le ministère de l'Intérieur ne doit plus organiser d'élections au Sénégal. Pour en parler, nous sommes avec Ibrahima Bakhoum, journaliste. Bonjour. Bonjour. Vous allez discuter de cela avec nous et avec Moundiaï Sissé, le directeur exécutif de l'ONG 3D, membre du collectif des organisations de la société civile qui intervient dans la tenue des élections, qui supervise en tout cas. Alors, Ibrahima Bakhoum, est-ce que l'opposition est dans son droit? Oui, bien sûr, mais est-ce assez motivé de dire on ne doit plus confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? Vous
savez, sur ce point, il n'y a rien de nouveau. Depuis quelques années déjà, ils le disent. Pas question que le ministre de l'Urbanisme de l'Intérieur organise les élections. Ça, c'est déjà depuis quelques temps qu'on le dit. Maintenant, c'est une question de rapport de force. Vous savez, la politique, c'est également cela. Quand vous prenez un acte, vous prenez une décision, vous posez un acte, évidemment, en face, vous regardez comment ça réagit. Ce n'est pas la première fois que les gens le demandent, comme je disais, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas une voix suffisamment forte, ou en tout cas une action forte, pour évidemment imposer quoi que ce soit. Mais prenons le cas de figure quand le président Abdoulaye Wade à Dagana a dit nous allons imposer, ou alors nous allons demander à tout le monde d'aller dans les préfectures, etc. Rien que ça avait fait bouger les lignes, et immédiatement, on a changé de stratégie dans la distribution. C'est à partir de ce moment-là que le gouvernement, le président de la République avait saisi le Conseil constitutionnel pour qu'on puisse voter avec d'autres documents que la carte biométrique. Mais non, surtout que les gens distribuent les cartes dans les préfectures. Madame, jusqu'alors, la distribution était extrêmement lente, timide. Évidemment, ils avaient suspecté une rétention volontaire. Donc, à ce moment, ça a débloqué la chose. Et quand j'ai vu, évidemment, dans un des titres que vous avez évoqué tantôt dans la revue de presse, quelqu'un a dit si je n'avais pas été là, enfin c'est des propos d'Abdoulaye Wade, si je n'avais pas été là, évidemment on aurait donné à la coalition gagnante 7%, évidemment les autres n'auraient rien eu. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais en tout cas on ne peut pas le nier totalement, parce qu'on a vu effectivement que ça a bougé beaucoup dans un sens. Ensuite, j'imagine que ce qui avait été programmé comme moyen de distribution, etc., a été changé. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question de rapport de force. Maintenant, est-ce que le ministre de l'Intérieur doit, oui ou non, continuer à faire? Vous savez, prenons 2 points. Quand un ministre de l'Intérieur est lui-même impliqué dans la compétition au niveau des collectivités locales, le ministre de l'Intérieur lui-même, quand ensuite le président de la République dit quiconque ne gagne pas est viré, je ne vois pas pourquoi un ministre de l'Intérieur qui peut considérer qu'il pourrait être viré si effectivement lui, son camp perd, parce qu'il considère que c'est son camp, si son camp perdait, il serait viré. Donc quand un président de la République est capable de faire cette menace à l'endroit de ses ministres et des directeurs généraux, c'est une manière de leur dire, écoute, faites en sorte que je gagne, faites en sorte que nous gagnions. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut commencer à suspecter véritablement le caractère républicain de la démarche du ministre de l'Intérieur, et pour la raison que voilà, je peux comprendre effectivement qu'on dise qu'il n'est plus question qu'il organise les élections dans ces conditions-là. Merci beaucoup Ibrahim Bahoum, journaliste. Moundia Sissé vient de nous rejoindre au téléphone. Je rappelle, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG 3D, membre du collectif des organisations de la société civile qui s'intéresse beaucoup à ces questions d'élections. Bonjour. Et la question pour vous aussi, est-ce que, comme le dit l'opposition, pour éviter ce genre de polémique comme on en connaît en ce moment, détacher le ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections? Oui, je pense que les revendications de l'opposition sont légitimes, pour 3 raisons d'ailleurs. D'abord parce que, vu les manquements et les dysfonctionnements constatés lors des précédentes élections législatives, première raison. Deuxièmement, parce que déjà, c'est une tradition démocratique chez nous depuis 2000. Nous avons eu à dissocier le ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections. Tous les présidents précédents ont eu à accepter cela. Ensuite, troisième raison, cela permet de restaurer la confiance entre l'opposition et l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a rupture du dialogue, justement parce qu'il y a une méfiance, il y a un manque de confiance entre l'opposition et l'État. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est que tout le monde aujourd'hui reconnaît que le ministère de l'Intérieur, en termes de gestion des trucs publics, de la sécurité publique, on n'a rien à lui reprocher. Donc on peut le laisser garder le ministère de l'Intérieur, mais le dessaisir de l'organisation des élections. Comme l'avait fait le régime Wade, avant de quitter le pouvoir. Comme l'avait fait Wade, vous trouvez une autre formule. L'essentiel est que l'organisation des élections soit dissociée, soit décisive du ministre de l'Intérieur, pour éviter, encore une fois, tous les problèmes que nous avons rencontrés, mais aussi pour restaurer la confiance dans le champ politique. Ce qui est sûr, c'est qu'au Sénégal, il ne manque pas de hauts fonctionnaires, de ressources humaines capables d'organiser ces élections-là, ressources humaines a priori neutres, capables d'organiser les élections au Sénégal. Mais absolument. Diouf avait pris un ancien de l'armée, un ancien général,
Wade avait pris un membre de l'administration. Aujourd'hui, dans notre administration, on a des acteurs très compétents qui sont chevronnés en matière qui sont des experts électoraux, qui pourraient pouvoir, à mon avis, conduire le processus électoral sans pour autant qu'il y ait autant de contestations que nous avons aujourd'hui. Moi, je pense que ce serait vraiment une avancée, n'est-ce pas, si le président Macky Sall acceptait, disons, de confier l'organisation matérielle des élections à une autorité indépendante qui permettrait à ce que la classe politique soit dans les conditions de répondre au dialogue qu'il lance souvent. Merci Moundiaï Cissé. On retrouve dans le grand journal en Wolof tout à l'heure. C'est la fin de cette édition. Un mot sur la météo. Des orages accompagnés de pluies d'intensité variable vont intéresser cette journée. Les localités de Bakel, Tambacounda, Kédougou, Kolda, puis peuvent évoluer au courant de l'après-midi, même dans la nuit, sur le centre-sud, Nioro, Koungheul, Kaffrine, Kaolack, avec une probable extension vers la zone de Linguère, Podor et Matam. La chaleur, elle est là, vous la remarquez. Merci à Saliou qui était à la technique. Journal présenté par Babacar Fall. Grand journal en Wolof dans un quart d'heure. Sornon Gonengom. Merci de rester sur RFM. Les programmes continuent. Galgati Ribar.